Donc moi, voilà, je vais vous présenter le projet Oméga, donc, qui porte sur l'aptitude à l'égouttage des gels acides pour avoir une meilleure compréhension des mécanismes et facteurs d'influence de cet égouttage. Et à terme, donc l'objectif final du projet, de développer un outil de prédiction et de maîtrise de ces égoutages et différents phénomènes d'exudation. Donc ce projet, il est piloté par Actalia Produits Laitiers, donc avec Patrice Gabory, Romain Richoux et moi-même qui sommes présents. En partenaire, on est sur le site de Rennes avec INRAE STLO et également l'INRAE Opal qui s'occupe plus de la partie WP2 du projet que j'aborderai rapidement puisque ce n'est pas celle qu'on gère nous. Et également une autre partie d'Actalia qui a été présentée par Pierre tout à l'heure, le pôle d'expertise analytique et notre collègue Jeanne Huchan qui s'occupera du traitement statistique et du développement du modèle prédictif sur la troisième phase du projet. Pour replacer un peu ce projet dans le contexte, pour ceux qui le découvrent ou ceux pour qui ça fait un certain moment qu'on n'en a pas parlé, la production de gel acide en France, elle est très importante. Donc, on a une consommation d'environ 24 kg par habitant et par année, et une production totale de 700 000 tonnes de fromage frais annuel. Donc, c'est une production importante, ce qui fait de ce projet quelque chose d'intéressant, puisqu'on a actuellement peu de connaissances et de travaux qui sont réalisés pour essayer de mieux comprendre les facteurs qui affectent l'égouttage des gels acides, de comprendre également ce qui se passe à l'intérieur de notre gel, donc quel type d'interaction au niveau moléculaire ou autre va interagir et permettre ces phénomènes d'exudation, et également l'effet des facteurs technologiques, donc tout ce qui va être appliqué à notre matière première, que ce soit les températures, les cinétiques d'acidification, etc. Sur ces données-là, on a assez peu de connaissances et de travaux. Et actuellement, en entreprise, la conduite et le pilotage du process relèvent plus de l'expérience de terrain et est faite de façon empirique. Je vais peut-être enlever. Ah, j'arrive pas à masquer cette petite fenêtre. Voilà. C'est important de mieux maîtriser ce paramètre, puisque les conséquences d'un mauvais égouttage en industrie, ça peut être pour le moins embêtant. Donc, on va avoir des retards, des pertes de matières premières, donc une baisse de rentabilité, une forte variation de la qualité des produits entre les différents lots, et on peut également avoir des phénomènes de désorption d'eau au cours du stockage, donc des produits qui ne sont pas stables, et ce qui peut être un gros inconvénient lors de l'arrivée chez le consommateur principalement. L'objectif de ce projet, ça va donc être d'essayer d'avoir une meilleure visibilité sur ce qui se passe pendant l'égouttage de ces gels, donc par l'étude des effets des différents facteurs d'influence sur l'égouttage et les différents phénomènes d'exudation, par la compréhension des mécanismes d'égouttage, donc ce qui se passe vraiment à l'intérieur de notre gel. Et la finalité du projet, comme je le disais tout à l'heure, ça va être de développer des outils opérationnels de maîtrise et de prédiction, c'est-à-dire à partir d'une composition laitière et des traitements qu'on va appliquer à notre matière première, essayer d'avoir une bonne visibilité sur ce qui va se passer lors de l'égouttage. Le projet a donc été structuré en 3 work packages. Donc le premier qui est dirigé par Actalia et qui se passe en ce moment même, qui va avoir pour objectif l'appréhension des différents facteurs technologiques sur les capacités d'égouttage et d'exudation des gels acides, donc la mise en place de différentes modalités et la réalisation de ces cinétiques en temps réel pour comprendre un peu mieux quels facteurs influent. Une phase explicative qui sera dirigée par les INRAE, STLO et Opal, qui aura pour objectif d'avoir une meilleure compréhension des mécanismes en jeu, donc avec différents traitements d'IRM, de RMN que j'aborderai rapidement sur ce sujet, puisque je ne suis pas assez calé moi-même pour vous en parler en détail. Et une troisième phase donc, de développement d'outils de prédiction et de maîtrise à partir des différentes données de sortie qu'on aura obtenues durant les 2 premières phases, qui sera dirigée par la partie d'Actalia du pôle d'expertise analytique pour monter cet outil de prédiction et de maîtrise opérationnelle des égoutages. Donc, pour passer à la première partie, qui est donc en cours, et pour vous expliquer un peu la façon dont elle a été montée, avec le groupe de travail qui s'est réuni, on a défini 11 facteurs sur lesquels on souhaitait étudier l'influence qu'ils avaient sur l'égouttage. Sur ces 11 facteurs, on a défini différentes modalités. Donc, par exemple, pour la matière protéique, 32 et 44 kg par kilo de matière de produit. Et quand on réalisait la combinaison de l'ensemble de ces modalités, on se retrouvait avec plus de 4600 combinaisons possibles, ce qui était clairement beaucoup trop d'essais à réaliser, d'où la nécessité d'optimiser le nombre d'essais. Et on a réalisé donc une approche par plan factoriel fractionnaire
pour essayer d'optimiser donc quelle modalité on allait mettre en place, dans quelle combinaison, pour avoir la meilleure vision d'ensemble de l'impact des différents facteurs étudiés. On a donc défini, toujours avec le groupe de travail, l'ordre d'intérêt des différents facteurs, tout d'abord de manière individuelle. Donc on peut voir par exemple que les protéines sériques dénaturées non microparticulées et leur rapport sur la matière protéique étaient arrivés en première en termes d'intérêt. Mais ce qui va principalement nous intéresser, ça va être les interactions d'ordre 2. Les premières, les premières interactions, c'est quelque chose qui est déjà globalement connu. Par exemple, la matière grasse, on sait que ça va avoir un gros impact sur les phénomènes d'exudation et l'égouttage. On a beaucoup moins de connaissances sur les différentes interactions entre les facteurs. Et c'est principalement autour de ça que s'est articulée la création du plan d'expérience. Donc au total, il y a 45 combinaisons qui ont été retenues et qui seront testées durant la première partie de ce projet, avec une petite évolution qui a été faite depuis les premières réunions. Il y a 5 combinaisons en fait qui ont été mises de côté. J'en parlerai un peu plus tard, tout simplement parce que les paramètres étaient trop extrêmes. On allait avoir un gel qui n'allait pas se tenir et qui allait peut-être un peu fausser les résultats dans leur ensemble, et donc qui devront être remplacés à terme, et on en discutera un peu plus tard. Voilà, pour vous montrer un peu à quoi ressemblait le plan d'essai, on avait les différentes modalités. Donc avec leurs variations, tout simplement le code couleur, c'est juste nous pour qu'au niveau visuel, on comprenne un peu mieux, on voit plus rapidement ce qui change entre les différentes modalités. Et les 5 modalités qu'on peut voir en dessous, c'est les modalités qui ont été mises de côté. Donc c'est-à-dire que pendant les essais préliminaires qu'on a réalisés, on s'est vite rendu compte que les modalités extrêmes qui contenaient trop de protéines sériques, donc que ce soit native ou dénaturée, allaient vraiment avoir une texture qui risquait de fausser le plan d'expérience. Donc ce qui a été décidé, c'est de ne pas les réaliser pendant la première phase du projet, de tout de même les intégrer, donc intégrer des valeurs théoriques, puisqu'on savait que l'ensemble du gel allait s'égoutter et passer au travers du filtre, mais de les remplacer par d'autres modalités qui seraient définies plus spécifiquement à l'issue des 40 autres modalités qui auraient été réalisées, donc tout simplement pour avoir une meilleure robustesse du plan d'expérience. Une fois qu'on aura réalisé les 40 premières modalités, on aura déjà une bonne idée un peu de quelles informations il nous manque, et donc de quelles informations on aimerait avoir en plus. Ah. J'entends un bruit, il y a quelqu'un qui a une question, peut-être une intervention ou... Non, bah, je vais poursuivre. Alors, il y a eu une autre évolution qui a été réalisée donc, depuis la création du projet, c'est les facteurs et variables qui sont mesurés lors de l'égouttage. Donc, initialement, on avait simplement des égouttages soit par centrifugation, soit par filtration. Ce qui a été décidé par la suite, c'est de systématiquement réaliser une centrifugation et une filtration, donc avec 2 types de filtration, une par égouttage mécanique et une par égouttage spontané. J'y reviendrai un peu plus tard. Cette décision, elle a été prise tout simplement pour avoir plus de données de sortie, donc essayer d'avoir un modèle prédictif qui sera réalisé en WP3 qui sera plus robuste. Et il a également été décidé, puisqu'on les enregistrait systématiquement par un logiciel d'acquisition SINAC, les différentes cinétiques d'acidification pour les intégrer une fois de plus au modèle et essayer d'avoir un panel de données le plus complet possible. En termes de conduite des essais, donc juste pour vous parler un peu plus précisément de l'organisation selon laquelle elles s'articulent, pour optimiser les coûts, les combinaisons, elles sont réalisées comme on peut le voir sur ce schéma, donc par température d'acidification et par ferment d'acidification commun, tout simplement parce qu'on a une seule étuve à SINAC et qu'il serait compliqué de réaliser différentes températures d'acidification en simultané. Donc, pour chaque semaine de manip, on a un ferment et une température d'acidification commune. Et ce qui va varier, ça va être la composition des différents laits qui seront mis en œuvre. Donc, en regroupant de cette façon, les 45 modalités, on a pu les regrouper en 16 blocs expérimentaux et donc 16 semaines de manip. Au niveau de la mise en œuvre pratique, le lait est recombiné presque exclusivement à partir d'ingrédients secs commerciaux, donc des poudres de perméa et de protéines laitières, donc protéines solubles et fractions caséiques. Et seule la fraction grasse est fournie de façon fraîche, donc
On la récupère en début de semaine de chaque semaine de manipulation, donc sur Surgère avec un des partenaires impliqués dans le projet. Il y a certaines modalités qui pourront tout de même faire l'objet de validation sur le lait frais standardisé. Ce n'est pas prévu dans le bloc expérimental, donc ça ne fait pas partie des 40 modalités qui ont été définies initialement. Mais pour faire une validation, ça pourra être proposé éventuellement une fois qu'on aura réalisé les 40 premières modalités, peut-être en même temps que celles qui seront remplacées et ajoutées qui ne sont pas encore définies. Au niveau du déroulement des essais, donc qu'est-ce qui se passe vraiment quand on recombine les laits? On commence déjà par réhydrater les poudres de perméa et de protéines laitières, donc avec une réhydratation durant 1 heure à 55 degrés. On ajoute ensuite la fraction grasse quand elle rentre dans la modalité, puisqu'on a également des modalités sans matière grasse. On réalise une homogénéisation, une fois de plus, uniquement si la matière grasse a été ajoutée. Et ensuite, on vient rajouter nos protéines sériques dénaturées. Donc, on va avoir deux différents types de protéines sériques dénaturées. Des protéines sériques dénaturées microparticulées, donc la WPC 515, qui sont directement fournies par Fonterra. Elles sont déjà dénaturées, on a juste à les réhydrater. Et pour les protéines sériques dénaturées non microparticulées, c'est de la poudre de protéines d'Ingredia, donc de la 802 FB, qu'on va dénaturer nous-mêmes avec un barème de température 5 minutes à 90 degrés et qu'on réajuste ensuite à pH 4,90. Ces protéines sériques dénaturées, on va ensuite les ajouter à notre mélange, à nos poudres réhydratées, et on va avoir un traitement thermique, donc selon les barèmes de température des modalités, puisque c'est également un des paramètres, un des facteurs qu'on va étudier durant ces différents tests. Et ensuite, on va avoir une phase de refroidissement à la température d'acidification et d'ensemencement. Ensuite, on a un emprésurage, et comme je le disais tout à l'heure, les cinétiques d'acidification sont toutes suivies avec notre logiciel d'acquisition SINAC. Et une fois qu'on a atteint le pH cible, qui est également un facteur étudié, donc soit pH 4,6, soit pH 4,2, on a un décaillage qui est réalisé en cuve, donc avec 5 minutes à 350 tours par minute. Ça, c'est des données qui ont été établies après des pré-essais, donc pour se rapprocher au mieux de ce qu'on retrouve en industrie en termes de texture après décaillage. Et ensuite, on a une reprise du coagulum à la pompe péristaltique, une fois de plus, pour essayer d'imiter ce qui se passe en industrie avec le passage dans les pompes. À l'issue de ça, on a la mesure et la caractérisation de l'égouttage, donc systématiquement une centrifugation, et ensuite un égouttage par filtration, soit spontané, soit par action mécanique. Pour réaliser ces égoutages, on a dû faire sur mesure un pilote PIFIL, donc qui a été réalisé avec le soutien financier de la région Nouvelle-Aquitaine et qui nous permet donc d'avoir un pilote qui est semi-automatisé. On a des pesées qui se font de façon automatique. Il est conçu en matériaux adaptés au contact alimentaire. On a 2 voies qui peuvent s'égoutter en simultané, donc au total 4, puisqu'il y a 2 pilotes qui ont été produits. Une acquisition des données qui se réalise en temps réel avec un automate. Et il représente également un faible encombrement et c'est quelque chose de mobile. Donc c'est dimensionné à taille de paillasse et il peut complètement être déplacé pour différents essais en industrie si nécessaire. Donc pour ce projet, il va principalement nous permettre d'évaluer le comportement et les cinétiques d'égouttage de diverses matrices laitières, mais il peut tout aussi bien permettre d'évaluer les capacités d'égouttage et les taux de rétention d'autres supports de filtration, puisque le support de filtration à l'intérieur du module est complètement amovible. Donc ici, on a des toiles qui ont été définies une fois de plus avec le groupe de travail, mais rien n'empêche de les remplacer par tout autre support de filtration. Il permet également de travailler sur des faibles volumes. Donc dans notre cas, on travaille avec 90 grammes de cahier en conditions contrôlées, donc que ça soit en termes d'action mécanique appliquée ou de température, puisque l'enceinte peut être sous certaines limites climatisées. On ne pourra pas monter à des températures comme 90 degrés, mais par exemple pour les modalités qu'on a ici, on va être à 25, 35 ou 40 degrés, ça nous permet de maintenir la température et d'avoir des résultats reproductibles et transférables sur le terrain. Donc ça, on peut le dire suite à différents essais qu'on a réalisés. Il y a également un deuxième pilote qui a été réalisé, donc toujours avec le soutien de la région Nouvelle-Aquitaine et qui a été designé par la société ASCI.
Celui-là, un peu plus spécifique, puisqu'il a été conçu pour être compatible avec des analyses IRM. Donc, pour la deuxième phase du projet, on va suivre l'égouttage en temps réel dans un appareil IRM, mais pour ça, il fallait un pilote entièrement amagnétique, donc avec des joints sans interférence magnétique, un module et des supports également sans interférence magnétique, donc ici qui sont en PEHD, et un dimensionnement du support et des modules qui devaient correspondre aux antennes à disposition. Donc, c'est des antennes qui sont utilisées en tête dans le domaine médical, qui sont reprises par Opal. Et donc, il fallait que les différents, le module ainsi que le support puissent rentrer à l'intérieur de ces antennes et également que tout le support soit magnétique. Les 4 modules et le support sont indépendants. Donc, quand on l'utilise hors de l'antenne IRM, rien n'empêche d'utiliser chacun des modules de façon indépendante. En ce qui concerne la mesure et la caractérisation de l'égouttage un peu plus précisément, il y a 3 modes d'égouttage différents, je les ai évoqués tout à l'heure. Donc, on va avoir un égouttage par centrifugation, donc avec des temps, une fois de plus, qui ont été définis lors de pré-essai pour suivre au mieux la cinétique et essayer d'arriver à terme, donc ici à 30 minutes, à une capacité d'égouttage maximale du gel. Un égouttage par gravité et par action mécanique, donc pour avoir un égouttage en accéléré et qui simule l'action en industrie d'un égouttage sous presse, qui est réalisé avec le pilote Pifil et donc des pesées à intervalles réguliers de la quantité de lactosérum égoutté par l'automate. Et un égouttage spontané, donc une fois de plus réalisé sur le pilote Pifil, mais cette fois sans aucune action mécanique. Donc on est sur des temps d'égouttage beaucoup plus longs, qui vont être de l'ordre de 24 heures contre, par action mécanique, 2 heures et demie. Donc, au niveau des résultats qu'on va avoir avec ces différentes méthodes, ce qui est important de noter, c'est que par centrifugation, on va avoir des échantillons qui seront différents pour chaque temps de centrifugation. On réalise 4 répétitions par temps, mais une fois, par exemple, qu'on a centrifugé pendant 3 minutes, on prélève la quantité de lactosérum égoutté, mais on ne va pas remettre notre tube à l'intérieur de la centrie. C'est donc une analyse en discontinu, puisque c'est d'autres tubes qu'on va analyser par la suite, même si c'est exactement la même modalité qui a été décaillée et remplie en même temps. Pour les égoutages spontanés ou par action mécanique, par contre, on va être sur le suivi du même échantillon, donc jusqu'à 4 échantillons en simultané, puisqu'on a 2 colonnes par pilote et 2 pilotes, et une analyse qui va se faire en continu, puisque tout le principe de cet automate, c'est qu'il puisse réaliser des pesées à intervalles réguliers, sans qu'il y ait nécessairement quelqu'un devant, et ça même sur des durées très longues, donc jusqu'à 24 heures. Et pour chaque type d'égouttage, on va mesurer des données très différentes, mais on va mesurer systématiquement la capacité maximale d'égouttage du gel, donc le volume de sérum égoutté pour 100 grammes de coagulum à la fin de l'égouttage, et on va également réaliser des courbes de masse de lactosérum égoutté en fonction du temps pour avoir la cinétique d'égouttage. Et c'est toutes ces données, pendant la première phase du projet, qui vont être recueillies pour essayer de déterminer un modèle mathématique en les rapportant aux différentes modalités qui étaient étudiées. Pour vous parler maintenant un peu plus de l'état d'avancement des travaux, puisque cette première phase du projet elle est en cours, à l'heure actuelle, on a réalisé 4 semaines de manip avec 4 modalités par semaine, puisque c'est le maximum qu'on peut réaliser. Et donc, on a par contre dû répéter la semaine 3 suite à un changement de ferment qui a été nécessaire. Je vous en parlerai juste après. Donc, on a pour l'instant réalisé 12 modalités sur les 45 prévues. En ce qui concerne les variables mesurées, pour chaque modalité, on va faire donc non seulement l'analyse des cinétiques d'égouttage, mais également des analyses physico-chimiques. Donc sur les crus, on va mesurer par exemple la MAT, la NPN, la NCN, pour pouvoir calculer le taux de dénaturation des protéines sériques, et également réaliser des granulométries, donc pour avoir une idée de la taille de nos particules dénaturées sur les protéines sériques dénaturées et les protéines sériques microparticulées. Sur les laits pasteurisés, on réalise un extrait sec, une analyse de la matière grasse et des MAT et NCN, une fois de plus pour calculer le pourcentage de dénaturation des protéines sériques, et également une analyse du taux de calcium. Sur les lactosérums, donc on va avoir 2 lactosérums par lait pour chaque modalité, puisqu'on réalise un sérum moyen pour les sérums issus de centrifugation et un sérum moyen pour les filtrations.
Et sur chacun de ces sérums, on réalise une fois de plus un extrait sec, une matière grasse et une MAT, NPN, NCN, pour avoir une idée du rendement et du taux de récupération qu'on va avoir. Maintenant, pour parler plus précisément des données de sortie et pour vous donner un exemple de ce qu'on a à l'issue de nos égoutages par centrifugation et par filtration, donc je précise ici par action mécanique, puisqu'on n'a pas encore eu l'occasion de réaliser les essais par égouttage spontané. Donc, par centrifugation, les temps qui sont appliqués, c'est 3, 7, 15 et 30 minutes pour avoir une cinétique à 2800 G et à température de coagulation. Donc, on a des centrifugations qui permettent de maintenir cette température tout au long de l'égouttage. Et on égoutte 40 grammes par gel. Pour chaque modalité, on va donc mesurer le poids de sérum. C'est pas top, ça. Je fais quoi? Je continue? Bon, ben, on va voir ce qui se passe. Donc pour chaque modalité, on va donc mesurer le poids de sérum par tube et pour chaque temps de centrifugation. Donc ici, on a un exemple d'une des modalités qu'on a pu analyser. Donc on peut voir qu'on a des résultats qui sont tout de même très répétables. Pour les égoutages par filtration, on est sur donc à peu près 2h30, 139 minutes exactement, à température de coagulation une fois de plus. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, on a une enceinte climatique autour de nos piluliers qui permet de réguler la température et on égoutte sur 90 grammes de gel. Les variables mesurées, comme je le disais tout à l'heure, ça va être la cinétique, donc le poids de sérum en fonction du temps. À partir de cette cinétique, on peut également calculer la vitesse et l'accélération. Je ne l'ai pas fait sur ce graphique. Et les capacités d'égouttage, donc le poids total de sérum à la fin de l'égouttage. On a également caractérisé les différentes poudres qui étaient utilisées, ce qui est essentiel puisqu'on se base sur ces données pour réaliser nos mélanges par la suite. Donc, on a des matrices inverses qui nous permettent de calculer combien de poudre, combien de crème on va devoir ajouter pour chaque modalité. Et comme je le disais tout à l'heure, on a réalisé une granulométrie sur nos protéines sériques dénaturées. Donc là-dessus, pas beaucoup plus à dire, si ce n'est que ça correspond à peu près à ce à quoi on pouvait s'attendre. On a simplement une taille pour le 802 FB dénaturé, une taille des particules qui est un peu élevée, donc autour de 325 micromètres. Mais c'est dû au fait qu'on repasse à pH 4,9 et donc ce sont tout simplement des gros grains de yaourt. Pour vous donner des exemples de cinétique d'acidification en fonction des différents ferments utilisés qu'on peut obtenir, voilà les courbes qu'on obtient après suivi sur SYNAC. Donc on utilise 3 types de ferments différents. Pour les thermophiles à 35 comme à 40 degrés, ici on n'a pas de courbe à 40 degrés tout simplement parce qu'on n'a pas encore réalisé d'essai. On utilise des thermophiles YF 3331, donc fournis par Hansen. Pour les mésophiles, des MA16, donc, qui sont fournis par Danisco et conditionnés en format de 25 unités. Et à 25 degrés, on utilise pour les mésophiles des Flora C150. Cette différence entre les deux mésophiles, c'est la raison pour laquelle on a dû répéter notre 3e semaine de manip. On s'est rendu compte qu'avec le Flora C150, même dans des conditions d'acidification optimales, après 24 heures, on n'arrivait pas à atteindre notre pH objectif de 4,2. On était plus autour de 4,35 ou 4,4. Et donc, ça n'allait pas pouvoir être réalisable. Ça n'allait pas pouvoir être réalisable dans des délais raisonnables. Il aurait fallu attendre plus de 24 heures si on arrivait à atteindre ce pH 4,2. Et c'est donc la raison pour laquelle on est passé sur des mésophiles MA16. Les cinétiques de chaque modalité, elles sont donc enregistrées, elles serviront de jeu de variables pour la construction du modèle en WF3. Voilà, là c'est simplement des données un peu barbares, j'ai pas trouvé comment exposer ça mieux sur la répétabilité des égoutages, donc avec l'écart type des pesées pour chaque temps pour les centrifugations et à temps initial, intermédiaire et final pour les égoutages sur pilote. Donc on peut voir tout de même qu'on a des écarts types qui sont très faibles, donc des données très répétables. Au maximum, on va être autour d'un écart type de 3, donc pour des volumes qui sont de 60 grammes à peu près égouttés, donc ce qui reste très faible.
Ce qui est important de noter également, c'est qu'il ne faut pas chercher de corrélation spécifiquement entre l'égouttage par centrifugation et l'égouttage par action mécanique. C'est deux forces complètement différentes qui vont être appliquées au gel. Et comme on peut le voir sur les deux graphiques, là, c'est exactement la même modalité, donc au même moment, qui a été analysée. On peut voir que par action mécanique, on va arriver jusqu'à 20% à peu près de volume de masse de sérum pour masse de cahier initial égoutté, tandis que par centrifugation, on va être à presque 60%. Donc on a deux forces complètement différentes, ce qui va également amener des textures différentes. Donc on peut voir en haut sur la première photo le cahier qu'on obtient à l'issue d'un égouttage pendant 2h30 sur action mécanique, et en dessous ce qu'on obtient après centrifugation. Pour vous présenter un peu les résultats qu'on a déjà en compilant les 12 modalités qui ont été réalisées, on peut voir déjà qu'on a un gros contraste entre nos différentes modalités d'égouttage. Donc sur la filtration, on peut voir principalement donc, en capacité d'égouttage, donc l'égouttage à la fin de la filtration, mais également sur les vitesses sur la première phase d'égouttage. Donc ici, on ne les a pas représentées, mais on peut voir également que c'est une donnée vraiment discriminante entre les différentes modalités. Et même si actuellement, on a trop peu de résultats pour commencer les traitements croisés, puisqu'on a encore 33 modalités à réaliser, on peut déjà voir qu'on a un grand contraste entre les modalités, et ça nous montre déjà que les facteurs qu'on affecte aux différentes modalités ont un impact, et qu'on va pouvoir faire des déductions une fois qu'on aura l'ensemble de nos modalités qui ont été effectuées. Donc juste pour vous donner un premier aperçu, puisque là, comme je le disais, on peut en tirer aucune conclusion, je les ai classés en fonction des facteurs qu'on leur avait attribués. Donc sur ça, pas grand-chose à en dire, hein. C'est juste pour vous présenter quelques résultats, sinon malheureusement on ne peut pas encore présenter grand-chose. On peut déjà voir qu'on semble avoir une tendance, je prends beaucoup de pincettes parce que comme je le dis, on ne peut rien affirmer, sur le pourcentage de protéines sériques, le rapport de pourcentage de protéines sériques natives sur matière protéique. On peut voir que peu de protéines sériques ont tendance à avoir une capacité d'égouttage et une cinétique plus élevée. Mais encore une fois, il s'agit vraiment que d'une tendance. On ne peut rien affirmer actuellement. Ici, même constat sur le ratio matière grasse sur matière protéique. Donc, comme on pouvait s'en douter, ça c'est un peu enfoncer des portes ouvertes. Un gel écrémé va avoir tendance à plus égoutter qu'un gel avec un taux de matière grasse sur matière protéique de 0,8 ou d'1,5, donc de très gras ou moyennement gras. Et en ce qui concerne ces dernières représentations, on peut voir qu'on a une tendance également par rapport à la teneur en matière protéique. Donc des gels avec des plus faibles teneurs en matière protéique, donc on était à 32 grammes par kilo, ont tendance à avoir une cinétique et une capacité d'égouttage plus élevée que des gels avec une forte teneur protéique, donc à 44 grammes par kilo. Donc même constat avec les centrifugations, c'est juste pour présenter des résultats. Pour l'instant, rien ne s'en dégage vraiment, mais une fois de plus, c'est pas réellement important, puisque ça, c'est les interactions d'ordre 1, entre guillemets. Ce qui va vraiment nous intéresser, c'est les interactions entre facteurs qu'on pourra définir à la fin de la première phase du projet, ou du moins une fois qu'on aura plus avancé qu'ici. Donc on peut voir tout de même qu'on a une fois de plus la tendance en centrifugation sur le ratio matière grasse sur matière protéique, et également sur la concentration en matière protéique uniquement. Pour faire un bilan de ces premiers résultats, sur les 12 modalités qui ont été réalisées, comme je viens de le dire, on a un volume conséquent et des données très contrastées, ce qui est très intéressant et encourageant, puisque c'est ce contraste qui nous permet de voir que les différentes modalités ont déjà une différence significative et que les facteurs qu'on applique sont intéressants à étudier. Il est important aussi de bien retenir que les informations qu'on récolte entre les différents égoutages n'ont rien à voir. Donc déjà entre centrifugation et filtration, mais également entre les deux filtrations, donc par action mécanique ou spontanée. C'est pas la même chose qu'on essaye de représenter, et donc forcément on aura des résultats différents. Mais on peut d'ores et déjà cibler des modalités extrêmes pour la deuxième phase du projet, puisque la deuxième phase du projet, ça va être à partir de certaines modalités qu'on aura déterminées avec nos essais,
essayer d'en retenir, le nombre n'a pas encore été défini, mais ça sera autour de 5, pour qu'ils puissent les analyser, donc réaliser différents tests par IRM, par RMN, des tests de désorption, de microscopie, pour essayer de vraiment comprendre qu'est-ce qui se passe durant l'égouttage et voilà, d'ensuite pouvoir avoir une meilleure action dessus. L'intégration des variables complémentaires et construction pour le modèle, donc ça, c'est les 5 modalités dont je vous parlais qui ne seront pas réalisées, qu'on intégrera en tant que valeurs théoriques, mais qui devront être remplacées en fin de cette première partie de projet. Et il faut également réfléchir donc, au meilleur moment d'intégrer les modalités de validation sur les frais, donc sans reconstitution de poudre, mais vraiment directement à les frais standardisés, pour voir à quel moment c'est le plus pertinent de l'intégrer dans le projet. La cible la plus plausible, ça va être de l'intégrer en fin de la première phase également, comme les autres modalités, pour avoir une meilleure robustesse sur le point de vue statistique. Donc, au niveau des perspectives, il y a 33 modalités qui restent à réaliser. On pense pouvoir en réaliser une douzaine d'ici fin 2022, ce qui ferait donc une fin des travaux de cette première phase sur le premier semestre, sur la fin du premier semestre 2023. Mais on peut déjà définir les modalités extrêmes qui seront sélectionnées en WP2, et c'est le plus important sur cette première phase, puisque les essais de cette deuxième partie vont démarrer en septembre. Les modalités à remplacer, à ajouter, comme je viens de le dire, il y en aura 5, et il faut encore définir à quel stade, plus plausiblement à l'issue des 40 premières modalités. Voilà, donc c'était tout pour cette première partie, un rapide aperçu du plan prévisionnel. Donc, nous, on est à M+9, donc le projet va encore se poursuivre pendant 2 ans et demi. Voilà. Je ne sais pas s'il y a des questions, des remarques. Non. Si tu avais d'autres choses à meubler, Patrice. Ouais, n'hésitez pas si vous avez besoin d'informations complémentaires. En tout cas, merci Pierre-André pour cette présentation. C'est un projet en cours. C'est important de rappeler qu'il est centré sur une problématique importante pour la transformation, à savoir l'égouttage en fait. Et voilà, on a à la fois un projet qui est piloté par un groupe de travail avec des professionnels, comme Patrice le disait, il n'y a aucun souci pour intégrer la réflexion, et l'idée c'est vraiment de coller au plus près des attentes des professionnels. On a le CNIEL qui finance ce projet également, et puis la région qui a permis l'investissement dans les pilotes qui nous ont été présentés. Voilà, et donc des premiers résultats, comme le disait Pierre-André, qui sont encourageants, on voit les différences, et on a encore pas mal de travail à mener d'ici la fin du programme. Mais, voilà. Des éléments encourageants. Pas de remarques particulières ou de questions? Très bien. Dans ce cas-là, on va peut-être passer à la deuxième présentation dédiée à... Alors, je ne sais pas si en ligne il y a des remarques. Je pense que je vais vous en informer si c'est le cas. À la présentation suivante, donc, avec Patrice qui va nous présenter le projet Bionacol. Je vais te laisser présenter la thématique. La thématique. Pour en parler, ouais. Je vais juste mettre en plein écran. Ouais. C'est bon? Ouais, c'est bon. Ça marche. Bon. Oui, bonjour. Alors, donc, je vais vous présenter le résultat des travaux sur le projet Bionacol. Donc, c'est un projet qui a démarré en 2018 et qui s'est terminé fin 2021, donc il y a quelques mois. Et donc, ce projet visait à évaluer les intérêts et les effets de plantes à métabolites secondaires bioactifs. Donc, une plante à métabolite secondaire bioactif, qu'est-ce que c'est? Je vais vous le dire tout à l'heure. Donc, dans l'alimentation des chèvres et des brebis laitières et l'impact de ces plantes sur les qualités des laits et des fromages. Voilà, donc il y a énormément de résultats.
Donc, pour essayer de faire un peu plus court aujourd'hui, on fera un focus, ou je vais vous faire un focus sur les composés d'intérêt nutritionnel des laits et des fromages liés à ces modes d'alimentation-là, la perception des consommateurs vis-à-vis de ce type de démarche de système agricole raisonné. Voilà. Donc, pour résumer, alors, les contextes objectifs du projet. Donc, effectivement, c'était évaluer l'impact de plantes fourragères qui présentent ou qui sont riches en métabolites secondaires bioactifs. Donc, quels sont ces métabolites secondaires bioactifs? Donc, par exemple, pour le sainfoin, on a les tanins condensés. Pour le plantain, on a l'ocubine et la verbasocide. Voilà, en fait, ce sont des. Et puis pour la chicorée, c'est sesquiterpènes lactone. En fait, ces composés pour l'alimentation des animaux, ils ont un intérêt dans la mesure où ils présentent un potentiel effet anthelmatique, donc antiparasitaire. Donc peuvent venir non pas en substitution, mais en complément de traitement antiparasitaire pour les animaux qui vont au pâturage. Voilà. Donc là, au niveau de la production animale, il y a énormément de travaux qui sont en cours ou qui ont été réalisés. Par contre, sur la qualité des laits et fromages issus de ces modes d'alimentation-là, on n'avait pas de données. Donc, on a monté ce projet-là pour traiter l'amont, mais également l'aval. Donc, sur la qualité des laits et des fromages, qu'est-ce qui a été évalué? Donc, effectivement, le comportement ou la fromageabilité des laits, donc le comportement des laits en technologie de fabrication. On a également été évalué la composition physico-chimique, donc grossière, on va dire entre guillemets, protéines, matières grasses, minéraux, mais aussi la présence et la teneur en composés d'intérêt, donc notamment les acides gras, les polyphénols, dont les isoflavones, pardon. Et puis également, donc les fromages fabriqués avec ces laits-là ont été évalués au niveau organoleptique, à la fois par des jurys de professionnels, des jurys experts de l'ENILIA, mais aussi par des consommateurs pour évaluer l'acceptabilité de ce type de produits par les consommateurs, mais également enquêter ou faire des enquêtes auprès des consommateurs pour évaluer leur perception de ce type d'alimentation, de démarche au niveau de la production. Et donc ça a été réalisé donc sur les laits de petits ruminants, donc les caprins laits et les ovins laits. Donc en caprins laits ont été réalisées des fabrications, des fromages lactiques affinés de type bûchette ou de type cabri affiné. Et puis pour les ovins laits, on va dire le fromage qui a été fabriqué avec les laits de brebis issus de ces systèmes-là, c'était la pâte pressée non cuite type Osso Errati. Voilà. Donc, c'est un projet régional financé par la région Nouvelle-Aquitaine, financé par l'ANICAP également pour la partie chèvre, caprin, qui a été agréé par Agri-Sud-Ouest Innovation, en tant que, voilà, c'est une labellisation. Et au niveau, on va dire, des partenaires techniques et scientifiques, donc pour la partie caprine, l'INRAE de Lusignan, avec la plateforme Pâtu-Chèvre, Actalia pour la partie transformation des laits de chèvre. Pour la partie ovin, donc on avait la Chambre d'agriculture, voilà, des Pyrénées-Atlantiques qui pilotait, on va dire, tout ce qui était production de lait. Le syndicat de l'Osso Errati pour on va dire, pour la mise à disposition ou pour avoir demandé aux adhérents, à certains de ces adhérents, de participer aux essais. Et puis le lycée Jean Ricard pour la partie fabrication pilote avec les laits de brebis. Voilà. Donc, ce projet, on avait organisé en 3 volets. Donc, le premier volet, en fait, donc pour avoir du lait, il faut avoir des animaux qui produisent. Il y a un système d'expérimentation en face. Donc, pour les caprins, donc je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est la station expérimentale de Pâtu-Chèvre, donc qui était support des essais. Et pour les ovins, en fait, c'était une étude en élevage dits commerciaux, donc en élevage normaux, en fait, qui produisent toute l'année, et donc encadré et piloté par la Chambre d'agriculture des Pyrénées-Atlantiques.
Alors, la volonté également, c'est que tant en caprin qu'en ovin, les plans expérimentaux qui ont été testés étaient similaires et adaptés, mais adaptés pour chaque espèce. Voilà, pour essayer d'avoir une espèce de comparaison entre les deux systèmes. Donc, ces laits issus du volet 1, ils ont été transformés en lait. Oui, c'est Florence. Dis-moi, Valérie, est-ce que tu sais si on a un code de réduction pour le Festival des Sœurs Jumelles? Non, je ne crois pas. Que Geneviève puisse couper les micros. Je viens de couper le micro. Ouais. Donc, pour le second volet, donc les laits ont été collectés et donc on a fabriqué donc, des fromages lactiques affinés, donc type Buchette ou Cabri, donc sur le site de Surgelés Rectalia. Et pour les brebis, donc c'est des pâtes pressées non cuites type Ossoirati, donc fabriquées par les élevages ou les artisans les éleveurs fermiers, pardon, qui participaient aux essais, au projet. Et donc, pour chacun de ces produits fabriqués, on a évalué donc, les critères dont je vous ai parlé tout à l'heure. En fait, les mêmes critères ont été évalués sur les laits de chèvre et les laits de brebis. Voilà. Et puis, le troisième volet, par exemple, c'est la diffusion et valorisation donc, des communications orales et écrites donc, pendant le projet et à l'issue du projet, comme aujourd'hui. Voilà. Avec peut-être, donc si on arrive à monter ça, peut-être une demi-journée de restitution de ce projet-là, des résultats de ce projet. Voilà. Donc là, je vais vous parler uniquement donc, des produits laitiers caprin et donc des dispositifs expérimentaux qui ont été testés en chèvre, production laitière. Donc en chèvre, on avait 4 dispositifs. Le premier dispositif, c'était la distribution de foin de Saint-Foin, comparé à la distribution de foin de Luzerne, donc qui représente, on va dire, les régimes hivernaux, qui ont fait l'objet de 3 essais sur 2018, 2019, 2020. Donc là, vraiment des régimes d'hiver. Le deuxième dispositif, c'était la distribution de granulés ou de pelettes de Saint-Foin en comparaison à la distribution de granulés de Luzerne. Donc ça fait l'objet d'un seul essai sur l'automne 2020. Et en fait, ça simule, on va dire, un traitement antiparasitaire en fin de saison de pâturage des animaux quand ils rentrent en chèvrerie. Voilà. Et les 2 autres dispositifs, donc c'était du pâturage. Donc pour le dispositif 3, pâturage de prairies de Saint-Foin en comparaison à des pâturages de prairies multi-espèces, donc avec 2 essais en mai 2019 et mai 2021. Et puis le dernier dispositif, c'était de la pâturage de prairies de plantain en comparaison toujours avec des pâturages de prairies multi-espèces. Donc là également 2 essais conduits en mai 2020 et mai 2021. Voilà. Donc les résultats. Donc comme je vous ai dit tout à l'heure, on ne peut pas tout présenter, mais là on a décidé de faire un focus sur les composés d'intérêt nutritionnel et perception des consommateurs par rapport à ces produits qui ont été fabriqués avec ces laits, avec ces types de régimes expérimentaux. Donc, on va commencer par les profilants de l'acide gras des laits des fromages. Et puis, en fait, pour que ça soit un peu plus explicite et plus, voilà, pour qu'on comprenne, pour aider à la compréhension, je tenais déjà à rappeler comment ont été classifiés les acides gras d'un point de vue nutritionnel. Donc, en fait, on a les 3 grandes catégories d'acides gras, les acides gras saturés. Donc, ça, c'est dans le lait, qui représentent 70 à 80% des acides gras du lait. Ensuite, on a les acides gras monoinsaturés qui représentent en moyenne 20%, je fais une rapide moyenne, des acides gras totaux du lait et qui comportent une seule double liaison. Voilà. Et après, on a les acides gras polyinsaturés, AGPI, qui représentent 2,5 à 3,5% des acides gras du lait et qui ont 2 doubles liaisons ou plus. Et l'intérêt de ces acides gras polyinsaturés avec ces multiples doubles liaisons, c'est qu'ils sont très réactifs, entre guillemets. Voilà. Pour les acides gras insaturés, c'est l'acide palmitique qui représente la plus grande majorité des acides gras dans cette catégorie-là.
Pour les acides gras monoinsaturés, c'est l'acide oléique, qui représente 15% des acides gras. Et puis pour les polyinsaturés, donc on en a plusieurs. Donc on a les acides gras oméga 3, donc avec c'est l'acide alpha-linoléique ALA qui représente la majeure partie des acides gras polyinsaturés oméga 3, avec en général moins de 1% du total des acides gras. Et après, on a les oméga 6 avec l'acide linoléique qui représente 2 à 3% des acides gras. Voilà. Et ensuite, après, on a ces fameux acides gras trans, donc qui sont effectivement jugés mauvais pour la santé, mais uniquement quand il s'agit en fait d'acides gras trans issus de l'hydrogénisation des huiles végétales. Et en fait, c'est des techniques qui sont utilisées pour protéger les acides gras de l'oxydation. On en retrouve dans les laits, dans la matière grasse laitière, mais ils ne sont pas nécessairement mauvais pour la santé, bien au contraire. Et donc, dans ces acides gras trans, en caprin, j'ai pas accès à la souris, si. En caprin, enfin, ou en lait en matière grasse laitière, on retrouve l'acide transvaccinique, qui est le précurseur du CLA. Le CLA, il est là, qui représente, lui, moins de 0,5% des acides gras totaux du lait, mais qui est intéressant d'un point de vue, nutritionnel. Voilà. Alors, la particularité de cet acide gras-là, l'acide ruminique, c'est un acide gras oméga 6 et trans, donc il cumule un petit peu toutes les fonctions. Ouais. Donc ça, c'était pour aider à la compréhension. Deuxième point, pour aider, alors ces acides gras, donc l'acide alpha-linoléique et acide linoléique, c'est des acides gras sur lesquels, on va dire, tous les systèmes de production travaillent énormément parce qu'ils ont un intérêt pour la santé. Donc souvent, ils proviennent des aliments que consomment les animaux. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que ces acides gras-là sont transformés dans leur humaine. Voilà. Et donc, pour aider également à la compréhension de ce que je vais vous présenter après, voilà comment ces acides gras-là sont transformés. Donc, si on prend l'acide alpha-linoléique oméga 3, lui est biohydrogéné, il subit une hydrogénation par les micro-organismes présents dans l'humaine. Et ensuite, qui est transformé, donc cet acide gras-là, par biohydrogénation, est transformé en acide transvaccinique, qui lui-même ensuite donne du C18, quand on a une transformation incomplète, il repart en acide gras transvaccinique dans le lait directement. Donc le C18 également part directement dans le lait et est transformé en acide oléique, donc le fameux acide qui est juste ici, là, en acide oléique dans le lait. Voilà. Également, souvent, il n'y a pas une biohydrogénation complète de l'acide alpha-linoléique, donc il se retrouve également dans le lait. Pour l'acide linoléique oméga 6, donc lui également subit une biohydrogénation dans leur humaine, qui donne directement du CLA, mais qui est transformé dans leur humaine. Ce CLA est transformé en acide transvaccinique, et donc on a le même circuit. Et donc l'acide transvaccinique, quand il n'est pas complètement transformé dans le rumen, donc il passe dans le lait, et dans le lait est retransformé à nouveau en CLA. Voilà. Et puis également une partie de l'acide linoléique, oméga 6, n'est pas biohydrogéné et se retrouve également dans le lait. Je peux reprendre, mais voilà, c'était pour vous expliquer. Voilà, la transformation de ces acides gras-là dans leur humaine et sous quelle forme on pouvait ensuite les retrouver dans les laits. Voilà. Donc, on va passer directement au composé, au profil en acides gras pour le régime, pour le système foin de Saint-Foin en comparaison au système foin de Luzerne. Donc, globalement, pour les acides gras saturés, on n'a pas de différence entre les deux systèmes testés. En revanche, pour les acides gras monoinsaturés, dont l'acide oléique, on a une augmentation assez significative avec les régimes foin de Saint-Foin, de l'ordre de 10%. Pour les acides gras polyinsaturés,
on a une réduction de 9% et dont l'acide linoléique de 5%. Voilà. Sachant que ces augmentations, ces réductions sont significativement différentes parce que bon, là, on a fait un traitement statistique, les petites lettres, c'est pour dire que c'est différent. Également, ce qu'on observe en réduction, c'est la part d'acide gras trans, l'acide transvaccinique et le CLA, qui, eux, diminuent de plus de 30%. Voilà. Également, donc, le ratio oméga 6 sur oméga 3 n'est pas foncièrement modifié entre les deux systèmes. Et puis, l'acide gras marqueur de la fleur chèvre, le 4-éthyloctanoïque, lui non plus ne semble pas affecté, ou le type d'alimentation ne semble pas modifier ce type de la concentration de ces acides gras dans le lait. Pardon, je vais y arriver. Ce qui est à noter, c'est que en fait, ces profils-là, que l'on retrouve dans le lait issu de foin de luzerne et les laits issus de foin de Saint-Foin, ces profils-là sont préservés au cours du processus de fabrication. C'est-à-dire que la transformation fromagère et l'affinage n'ont pas d'impact sur l'évolution de ce profil en acide. Donc, ce qui est valable pour le lait, l'est pour le fromage. Voilà. Alors, pourquoi, en fait, on a une réduction des acides gras trans avec le système Saint-Foin? C'est que les tanins condensés, je vous l'ai dit tout à l'heure, ont une activité anthelmatique, mais aussi une activité antimicrobienne. Et donc, ça impacte ou modifie ou réduit l'activité microbienne dans l'heure humaine. Et donc, ça contribue à réduire la biohydrogénysation microbienne des acides gras dans l'heure humaine et donc de diminuer la part en acide transvaccinique et en acide ruménique. Donc, si je reviens tout à l'heure, on est sur cette voie-là. Voilà, en fait, comme là, on a moins d'hydrogénation, on a moins de production de CLA et d'acide transvaccinique, et donc on peut retrouver l'acide alpha-linoléique directement dans le lait. Voilà. Tac, tac, tac. Ensuite, pour le second régime, donc les systèmes granulés de Saint-Foin en comparaison aux granulés de luzerne. Donc, les granulés étaient distribués sur une base alimentaire, donc c'était des foins de prairies multi-espèces, et les chèvres recevaient 700 grammes de granulés par jour, distribués en 2 fois. Donc là, entre les deux systèmes alimentaires, on n'a pas observé de différence significative sur les profils en acides gras. Donc la question peut se poser de savoir si l'apport en granulés ou en pellettes était suffisant pour apporter une différence ou pas. Est-ce que la concentration de tanin condensé également était suffisante? Voilà, des questions comme ça. Donc en tout cas, ici, dans ce système-là, dans ces expérimentations-là, on n'a pas vu de différence entre les deux systèmes. Concernant les dispositifs donc pâturage, maintenant, donc pâturage de Saint-Foin et en comparaison à des pâturages de prairies multi-espèces, donc comme précédemment, donc on n'a pas sur les acides gras saturés, on a des teneurs ou des parts d'acides gras saturés qui sont comparables entre les deux systèmes. On observe une diminution à la marge des acides gras monoinsaturés avec les pâturages de Saint-Foin. Par contre, on observe une augmentation de la part d'acides gras polyinsaturés de plus 11%. Une augmentation de la part d'oméga 3 et notamment de l'acide alpha-linoléique de plus 50% quasiment, donc très significatif. Et en contrepartie, une diminution de l'acide ruménique, l'UCLA, de moins 24%. Également, le ratio oméga 6 sur oméga 3 lui diminue parce qu'on a une forte augmentation de la part de l'acide alpha-linoléique. Voilà. Pour les acides gras marqueurs de la fleur chèvre, quel que soit le système on va dire étudié, on n'a pas de différence significative entre les deux systèmes. Donc là aussi, on retrouve l'impact ou l'effet des tanins condensés qui réduisent l'hydrogénation microbienne des acides gras, dont dans ce cas-là l'acide alpha-linoléique, et donc qui contribuait à diminuer la part d'acide ruménique et d'augmenter de manière significative la part
en acide alpha-linoléique. Voilà. Et d'augmenter et de diminuer le ratio oméga 6 sur oméga 3. Et le dernier système, donc c'est le système pâturage de plantain en comparaison à un système multi-espèces. Donc là, qu'est-ce qu'on a obtenu comme résultat? Donc sur la part en acide gras saturé, on n'a pas de différence entre les deux systèmes. Idem pour les acides gras monoinsaturés, on a des choses complètement comparables. En revanche, ce que l'on a pu observer, c'est une augmentation de la part d'acides gras polyinsaturés, avec une augmentation de la part des acides gras en oméga 3, notamment de l'acide alpha-linoléique, donc de plus 10%, et une augmentation, alors vous allez me dire, c'est pas beaucoup ramené en quantité, mais de plus 30% du DHA, puisqu'effectivement, dans les laits, dans les acides gras du lait, on retrouve également du DHA. Et là, en fait, c'est plus 33%. Alors, on passe de 0,03% à 0,04%, mais c'est une augmentation significative et intéressante. Voilà. Parce qu'il faut savoir que le DHA vient où l'acide alpha-linoléique est un précurseur du DHA. Donc, ce qui explique ces différences-là. Pour l'acide oméga 6, acide linoléique, on observe également une augmentation significative de plus 50%. Une diminution du SCLA de moins 18%. Avec ces systèmes-là, donc avec le pâturage de plantain, on observe, le ratio oméga 6 sur oméga 3 tend à augmenter un petit peu, notamment en lien avec l'augmentation de la part d'acide linoléique. Et là, toujours pareil, pour les acides gras marqueurs de la flaveur chèvre, on n'a pas de différence significative entre les deux systèmes. Voilà. Donc là, c'est pareil, dans le plantain, on a plein de composés de métabolites secondaires bioactifs. Dans les publis, on peut noter qu'il y a plus de 60 composés bioactifs dans les plantains. Donc là aussi, ces composés bioactifs, on en a des terpènes, des composés phénoliques, ont des actions ou des activités antimicrobiennes, et donc qui réduisent l'hydrogénation des acides gras dans le rumen. Et donc là, on a, si pour le sainfoin, on a une augmentation de la part d'acide linoléique, là c'est alpha-linolénique, pardon. Pour le plantain, c'est plus l'acide linoléique qui, elle, augmente. Donc c'est plus cette voie d'inhibition qui est